sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le jeudi 17 août et si vous souhaitez investir dans l'immobilier en Floride, est-ce le bon moment d'acheter? Quelles sont les zones à privilégier? Élément de réponse ce matin avec Paul Connolly qui est agent immobilier commercial. Et puis en seconde partie, Paul Connolly restera avec nous sur le plateau pour nous parler de ses projets personnels et de ses passions. Il a fondé il y a un peu plus d'un an une société à but non lucratif pour recueillir des fonds pour aider les gens dans le besoin. Et Paul participe également au Festival des films du monde de Montréal la semaine prochaine. Un film autour du Père Joseph, un haïtien qui a beaucoup contribué pour son pays. On va en parler dans une seconde partie. Juste avant, c'est la météo avec de belles éclaircies pour aujourd'hui dans le sud de la Floride. Il fait actuellement 29 degrés sur Hollywood et on attend jusqu'à 32 degrés, soit 90 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. J'ai pas... Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. En Floride, le luxueux yacht Lady G vous accompagne dans tous vos événements privés et corporate d'une capacité de 80 personnes à quai, une gastronomie préparée par un chef privé avec une formule dînatoire, d'excellents produits frais, du champagne et des vins français. À bord, salon détente autour d'un fauteuil massant et de ses parfums aromatiques et diverses animations comme du sabrage de champagne dans le jacuzzi à débordement, sans oublier l'ambiance assurée sur la piste de danse. Pour tout renseignement, contactez Tania par mail worldeliteconcierge@gmail.com ou par téléphone 305 587 8695. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin pour cette première partie. Je vous le disais, nous allons nous intéresser à l'investissement immobilier dans le sud de la Floride. Et pour en parler, Paul Connolly. Bonjour Paul. Bonjour. Alors du coup, vous êtes agent immobilier commercial. C'est ça. Vous avez une vingtaine d'années d'expérience. Oui, ici en Floride. Dans le domaine, ici en Floride. Donc on va parler un petit peu de ce secteur immobilier. Savoir déjà, premièrement, pour les gens qui souhaitent venir investir aux États-Unis et notamment dans le sud de la Floride, est-ce que c'est la bonne période? Est-ce que le marché est favorable actuellement? Alors, le marché immobilier, en fait, la nature du marché, c'est cyclique. Et donc, il y a des moments qui sont... il y a plein de différents moments pour investir. Il y a toujours un bon moment selon ce qu'on recherche, ses moyens, etc. Donc, il y a des moments où on est vraiment dans le fond du baril, où on a les meilleurs prix. Ce n'est pas le cas en ce moment. Mais en ce moment, on est plutôt dans cette période-ci. On est encore en train de monter. Là, il y a plus de financement qui est possible. Il y a des propriétés qui sont mieux gérées. Donc, c'est une autre situation.
Est-ce qu'il y a un moment où ça va redescendre? Est-ce qu'on arrive à le prévoir? Est-ce qu'on le sait? Ben, Est-ce qu'il y a des signes qui forcément, peuvent être... c'est cyclique, donc il Ouais. ne faut pas se leurrer. C'est un moment qui va arriver, mais bon, ce n'est pas la fin du monde. L'investissement immobilier commercial, en général, c'est à moyen et long terme. Et donc, on est couvert parce que notre investissement va être là au moins pendant 10-15 ans. Donc, on va vendre au moment où ce sera le plus opportun. En ce moment, c'est difficile de faire des flips, ce qu'on appelle acheter d'une saisie, par exemple, parce que les saisies bancaires n'existent pas en ce moment. Okay, donc ça, c'est bon à savoir parce que les gens ont tendance à se poser la question. Oui, encore. et ma spécialité, en fait, à moi, c'est de m'occuper d'investisseurs étrangers. Donc, souvent, il faut que je les éduque un peu sur, sur ce qui se passe ici sur le marché, vu qu'ils ne sont pas ici, ils n'arrivent pas à le sentir. Et souvent, ils sont un peu... il y a de la mauvaise information qui circule, et puis ils pensent que ce qu'ils ont entendu de 2010, c'est toujours valable maintenant. Évidemment, le marché s'est complètement retourné. Les saisies bancaires n'existent pas vraiment. Et puis, on ne va pas trouver des propriétés pour une bouchée de pain. Ça n'existe plus en ce moment. Et est-ce qu'il y a des signes vraiment avant-coureurs pour savoir un petit peu que le marché va être un peu plus favorable, que les prix risquent de redescendre? Est-ce que ça, on peut le prévoir ou le sentir? Le prédire, oui. Ben, il y a certains signes qui sont précurseurs, si on veut. Mais ça ne s'adapte pas toujours ici en Floride, vu qu'on a quand même un État qui est en croissance. Hein? La Floride, maintenant, est le 3e État le plus peuplé des États-Unis. Donc, on a 20 millions de personnes. Au-delà de ça, on a plus de 110 millions de touristes qui viennent ici par année. Et il y a plein de gens aussi qui ont des maisons ici, où ils vont habiter 5-6 mois dans l'année, mais ne sont pas considérés comme résidents ici. Donc, il y a certains barèmes qui sont habituellement utilisés pour prédire le moment du cycle où on se trouve, qui ne s'appliquent peut-être pas nécessairement ici en Floride. C'est un peu compliqué de... Pour nous, ce qui se passe, c'est que comme on a près de... Les nouvelles propriétés, il y a à peu près 50% des acheteurs qui sont étrangers. Et donc, ça change un peu la situation parce que ces gens-là, des fois, c'est qu'un investissement. Et même s'il n'y a personne qui y habite, vu qu'ils investissent leur argent d'Argentine ou de Russie, des endroits où la monnaie est peut-être un petit peu plus instable, ça, c'est leur investissement. Et même s'ils n'ont pas de revenus, donc ça chamboule un peu nos... ça fausse un peu la donne, finalement. Nos barèmes, c'est ça. Mais reste que on est très dépendant des situations monétaires à travers le monde, vu que nos acheteurs sont étrangers. Donc, en ce moment, l'euro est un petit peu bas, le dollar est un petit peu bas, donc ces gens-là sont un petit peu plus craintifs. C'est ça. Sauf que dans mon domaine, qui est l'investissement, c'est pour l'investissement, okay? Donc c'est pas juste pour son plaisir d'avoir une maison secondaire. Ces gens-là vont attendre qu'il y ait des bons prix. Mais dans le marché d'investissement, comme les revenus seront en dollars US, donc à ce moment-là, ça vaut la peine d'investir ici en dollars US. Le taux de change à ce niveau-là, donc c'est intéressant. C'est ça. Est-ce qu'il y a des zones à privilégier? Est-ce qu'il y a des secteurs où il y a des projets, où on sait que ça va se développer et c'est le moment d'acheter à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a vraiment des zones à privilégier? Oui, alors, dans l'immobilier commercial, évidemment, on cherche à investir dans des endroits où il y a beaucoup d'activités économiques, tout ça. Donc, les 3 comtés de Miami-Dade, Broward et Palm Beach, c'est toujours très, très en demande. Donc, on reste sur la côte Est. Oui, en fait, c'est là où je travaille principalement. Malgré que, bon, j'ai des projets un petit peu partout dans la Floride. Mais ces 3 comtés-là, ce qui se passe, c'est que on ne peut pas vraiment construire plus. Toutes les terres sont vraiment utilisées. Donc, la valeur de la terre a un certain... je veux dire, on ne peut pas en faire plus. Donc, c'est ce qui se passe. Il y a des zones qui sont entre l'autoroute 95 et la plage où, ça c'est vraiment très en demande tout le temps. Et il y a des zones plus à l'ouest maintenant, jusque vers le Turnpike, vers les Everglades, en fait, qui sont des zones plus
bon, ce qu'on dirait en anglais suburban, les banlieues qui se développent, mais bon, c'est des belles banlieues. Et puis, bon... Et on a tendance à monter, c'est ça? Enfin, Miami commence à être un peu saturé, finalement les gens montent à Fort Lauderdale, voire un peu plus haut, encore Palm Beach. Alors, c'est la théorie des vases communicants. Premièrement, ça commence par Miami, c'est ce que les gens connaissent à travers le monde. Donc, ils investissent à Miami. Ensuite, il y a Fort Lauderdale, ensuite, il y a Palm Beach. Et là, il y a d'autres zones qui se développent, bon, comme Port St. Lucie. Tout ça, c'est un petit peu plus au nord. Ça se développe aussi, mais c'est toujours en retard. Donc, plus on est éloigné, il y a quelques années de retard dans le cycle, dans chacun de ces zones. Donc, on aurait tendance à dire qu'il faut monter un petit peu sur le long de la côte Est pour investir, c'est ça l'idée? Ben, ça dépend, parce que, encore une fois, l'immobilier commercial fait en sorte que chaque investisseur a ses propres critères, a ce qu'il aime faire. Donc, si on veut investir, par exemple, dans la région de Miami, le rendement annuel, ce qu'on appelle le taux de capitalisation, va être moins élevé qu'ailleurs, sauf que l'augmentation de valeur va être plus rapide que... C'est ça. Comme il y a plus de demandes, l'augmentation de valeur risque d'être plus importante. Plus intéressante et plus importante. Donc, moi, mon travail, en fait, c'est d'adapter les types d'investissements que je propose vraiment aux besoins des investisseurs. Parce que chacun a une idée. Cas par cas. C'est ça. Et en cas de premier investissement, qu'est-ce que les téléspectateurs doivent savoir? À quoi il faut faire attention? Ben alors, moi, la première chose, premièrement, c'est que comme je travaille beaucoup avec des étrangers, c'est qu'il faut savoir si la personne habite ici ou non. OK? Et souvent... Parce que la gestion, c'est compliqué? C'est très compliqué. OK? Souvent, les gens vont penser qu'ils vont peut-être économiser un peu des sous, de faire la gestion eux-mêmes, parce qu'ils se disent « Ah, c'est qu'un seul appartement. Donc, ils se disent... voilà, parce que la gestion, quand même, ça coûte entre 7 et 10% du revenu annuel. Donc, c'est quand même non négligeable. Donc, on pense à faire une économie. Oui, mais alors... on se fait avoir, mais ce qui se passe, c'est que la personne qui est à Montréal, à Lyon ou à Fort-de-France, peu importe, n'a pas le pouls de la situation ici. Donc, c'est plus difficile pour tout. Pour trouver un locataire, ensuite pour tout ce qui est problème de réparation. C'est un cauchemar. OK? Alors que la personne qu'on engage pour 7 à 10% annuellement, c'est son travail. Donc, si c'est un investisseur étranger déjà, c'est quelqu'un qui a un boulot ailleurs. C'est quelqu'un qui est comptable, avocat ailleurs. Quand le téléphone va sonner de Floride, ça va être que pour des problèmes. Donc, pourquoi pas engager quelqu'un dont c'est le métier, qui va s'occuper mieux du bien, et au niveau des coûts, son 7 à 10% va se payer de lui-même parce que la propriété, il y a plus de chances que la propriété soit occupée à l'année. Plus longtemps. Donc, il n'y a pas de perte sur le loyer, et chaque fois qu'il y a des problèmes de maintenance, la personne qui est sur place... Pour les artisans, ce sera plus facile de les trouver. Aura des prix, aura des contacts. Un carnet d'adresse. C'est ça. Donc, les problèmes seront réglés plus rapidement. Et ce qui se passe quand une propriété est mieux gérée, ben, les locataires restent plus longtemps. Et c'est ça, en fait, qui coûte le plus. Finalement, on aurait tendance à dire on va économiser sur la gestion, mais pas du tout. Pas du tout. Il faut mettre quelqu'un en gestion pour l'immobilier. Très bien, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur toutes ces questions immobilières. Vous restez avec nous parce qu'on va discuter dans un second temps ça n'a pas vraiment de lien, mais c'est vos projets personnels, ce qui vous tient à cœur. Vous avez donc fondé une association. Une société à but non lucratif qui s'appelle Slice of Sunshine et qui recueille des fonds, c'est ça, pour les personnes dans le besoin? Alors, ce que je fais, c'est que je m'associe avec plusieurs projets. C'est ça, avec des projets, avec des gens qui, eux, sont impliqués sur le terrain. Et donc, je les aide à avoir un petit peu de visibilité, à récolter des fonds et à passer le mot. Et bien, on va en parler. Vous allez être présent également au Festival du film du Monde de Montréal la semaine prochaine pour représenter un film.
en lien avec cette société. Vous restez avec nous? On Bien sûr. revient juste après la publicité, ne bougez pas. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes donc de retour avec Paul Connolly. On parlait d'une première partie sur l'investissement immobilier, deuxième partie qui n'a pas vraiment de lien. On va parler de vos projets personnels et notamment de la création de cette société à but non lucratif il y a un peu plus d'un an. C'est ça. Slice of Sunshine, qui permet de travailler sur différents projets pour récolter des fonds pour les gens dans le besoin. Donc on l'a évoqué un petit peu avant la publicité. Vous allez être présent également la semaine prochaine au Festival des films du monde de Montréal pour présenter un film. Alors, sur l'une des organisations que j'aide s'appelle, c'est un religieux en Haïti qui s'appelle le Père Joseph, qui a créé dans la campagne au sud-ouest de Port-au-Prince plein d'activités, comme par exemple une école primaire, une école secondaire, un orphelinat, une association des paysans, une banque de microcrédit, une station de radio et une banque de microcrédit. Toutes ces choses-là, en fait, travaillent de concert pour aider la communauté. Et donc, c'est un projet qui m'intéresse. Et il y a eu un film qui a été un documentaire fait sur le Père Joseph. Et je vais d'ailleurs la semaine prochaine présenter le film. Donc c'est ça, le festival se tient du 24 août au 4 septembre. Donc c'est ça. Vous serez présent à Montréal la semaine prochaine pour soutenir ce film et le présenter. C'est ça, pour le présenter. En fait, c'est moi qui l'ai inscrit et c'est moi qui vais le présenter là-bas. Et c'est un film qui, vraiment, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Ben alors, un film vaut tout un livre. Et c'est un outil incroyable pour partager, en fait, ce que le Père Joseph fait. Et justement, une image vaut 1000 mots. On va regarder tout de suite la bande-annonce de ce film.
que vous allez soutenir. Donc c'est une bande-annonce en anglais, mais le film s'appelle donc Father Joseph. Father Joseph, oui, c'est ça. Voilà, et vous allez le présenter donc la semaine prochaine au Festival du film du monde de Montréal. Je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce. There are times I get mad. There are times I say to God, you know, what the hell are you doing? Comment c'est parti? Hurry up. Hurry up. In the beginning, we had it out in his pickup truck, and I said, "You're kidding. We're going to be a bank that teaches people how to read and write?" And I told Joseph, it is impossible. And Joseph told me, well, I'm going to try it. Let me try. That's why a lot of people can say that I'm crazy. Real change is to build up the people, to invest in the people. Cedros and his armed thugs have conducted a reign of terror, executing children, raping women, killing priests. That means when you are helping the poor, you're a threat to those people. He knew how dangerous the situation was, but he's not a person who acknowledges or ever talks about fear. A major magnitude earthquake has hit the island of Haiti. This was the worst earthquake to hit the region in more than 200 years. 25 years of his life had just fallen to the ground. Nothing seems to stop this priest. We have the experience, we have the knowledge, we can do it again. Moi dis au game moun k'ap raconter histoire, ça l'autre moun fait. Oui. Mais nous-mêmes nous fait amoyen. Nous fait amen. Protocole, nous capables avancer ensemble et si nous avançons ensemble, nous arrivons ensemble. It's a long journey. Probably God has lessons for me that I have to learn. The purpose of life is when you can share what you have and what you are. Don't stop. Don't ever stop. Voilà donc la bande-annonce de ce film, Le Père Joseph, que vous allez donc présenter la semaine prochaine au Festival du film, des films du monde de Montréal. Qu'est-ce qui vous a vraiment incité à vous lancer dans cette aventure, à venir à soutenir le projet et à vouloir le présenter au festival? Bon, au départ, c'est le Père Joseph, parce que le Père Joseph est quand même une personne qui a un charisme important, toujours en train de sourire, parce qu'en fait, la vie n'est pas facile en Haïti. Il y a des défis. Chaque jour, c'est un challenge. Mais malgré ça, le Père Joseph, lui, continue, il travaille, il a un focus impénétrable, il y va, et toujours avec le sourire. Donc, il arrive en fait à convaincre pas mal de gens juste de le suivre. Mais aussi, moi, ce qui m'intéressait dans son travail, c'est que c'est pas vraiment une œuvre de charité où on donne... C'est pas que des fonds recueillis, finalement. Non, pas du tout. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne en fait les outils aux gens pour qu'ils puissent se débrouiller eux-mêmes. Donc, l'orphelinat, c'est d'aider les enfants à devenir indépendants, remplacer un peu les parents, mais bon, de leur donner les outils après pour aller à son école secondaire. Ensuite, il parraine des élèves pour aller étudier dans les universités, dans les meilleures universités du monde. Donc, mais après, ces élèves-là, ces étudiants-là, doivent revenir et travailler, en fait, redonner leur connaissance. Leur savoir, voilà, sur place. C'est ça. Et il a des exemples de gens, d'enfants qui ont commencé comme orphelins et qui maintenant ont des maîtrises en agriculture, par exemple, et gèrent les activités du village. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse avec lui, c'était vraiment de voir à quel point il donnait les outils aux gens pour se tirer de la misère. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans les pays pauvres, c'est que les gens ont tendance, sans savoir comment subsire à leurs moyens, de déménager dans les villes. Mais ça contribue encore à la misère. Donc, il faut qu'ils restent dans les campagnes, là où ils ont tout
pour survivre, en fait. Et qui développent leurs connaissances, leur savoir-faire. Et donc, du coup, c'est une rencontre qui date d'il y a un peu plus d'1 an, c'est ça, donc avant que le documentaire soit réalisé? En fait, je l'ai rencontré au Festival des films de Palm Beach, où son film était présenté. Et c'est là que je l'ai rencontré. Et puis, le lendemain soir, je l'ai invité à venir manger à la maison. Et on a discuté, et c'est là que je me suis dit, tiens, je devrais aider ce bonhomme parce que c'est vraiment quelque chose de bien qu'il fait. Et ça va se passer comment, justement, la semaine prochaine, au Festival des films? Vous allez devoir… Quel sera votre rôle, finalement? Oui, alors depuis, ce que je fais, c'est que j'ai organisé des levées de fonds pour lui, des activités qui lui donnent un peu de visibilité. La semaine prochaine, au Festival des films, encore une fois, de pouvoir présenter son film, moi, ça me donne un outil incroyable pour partager son histoire. Et puis, quand les gens voient ce qu'il fait, les résultats qu'il arrive à obtenir et dans quelles conditions, eh bien, ça remet les choses en perspective et les gens vraiment se demandent comment ils peuvent agir. Et puis, c'est pas nécessairement de donner de l'argent pour l'aider, parce qu'il a besoin aussi de temps. Donc, il y a des gens qui sont peut-être à la retraite, il y a des gens qui ont peut-être du temps donné, qui veulent donner une année sabbatique, qui peuvent, soit en Haïti, soit à partir de leur pays, l'aider dans son travail. Et est-ce que justement il y a un site internet sur lequel on peut se renseigner par rapport à votre société à but non lucratif? Est-ce qu'on peut avoir quelques infos? Ben alors, à partir du site sliceofsunshine.org, alors là, il y a des liens sur tout. Très bien, donc merci beaucoup Paul d'être venu sur notre plateau ce matin. Bon voyage à Montréal pour la semaine prochaine, que tout se passe bien pour vous, la présentation de ce film sur le Père Joseph au festival. Donc ça sera à partir du 24 août. Du 24 août jusqu'au 4 septembre. 4 septembre. Et puis on vous retrouvera en Floride pour de l'investissement immobilier également. Avec plaisir. Merci beaucoup Paul et à bientôt. Et vous, on revient juste après ça, ne bougez pas. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, cette émission est à retrouver en podcast sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion 3h cet après-midi, 7h30 ce soir ou encore à 1h du matin. Et on se retrouve demain pour la dernière de la semaine dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine